Je vais vous montrer dans cette vidéo la méthode idéale pour moi pour suivre l'exécution des tâches par les collaborateurs. Par exemple, pour ce qui est d'un chronogramme qui a des délais très serrés et nous voulons à tout moment savoir où on en est. Tel que vous pouvez le voir par exemple sur votre écran, eh bien, vous aurez quelque chose de ce type où vous avez sur une colonne la possibilité de cocher juste pour voir si la tâche est terminée ou pas. Donc, vous cochez, ça c'est une tâche qui est terminée. Ici, là, la tâche n'est pas terminée. Lorsqu'elle est cochée, là, c'est terminé. Et puis ici, à droite, vous avez à tout moment les activités restantes. Et puis, chose intéressante, c'est assez dynamique. Si vous voulez ajouter une nouvelle activité, il suffit de la saisir, n'est-ce pas? Et puis, vous avez une nouvelle case à cocher qui est créé pour vous et vous pouvez donc ajuster le suivi de l'exécution de vos tâches. On verra ensemble dans cette vidéo comment réaliser cela grâce au VBA d'Excel. Nous allons ensemble pas à pas créer cet outil qui permet de suivre vos tâches, de suivre les tâches de vos collaborateurs très aisément. On va y aller de bout en bout et vous pourrez le faire de A à Z. Je vous invite à ouvrir un classeur Excel et on va le faire ensemble. Donc, première chose, il faudrait que vous ayez accès à l'onglet développeur. C'est absolument important parce qu'on va se servir ensemble du VBA d'Excel. Ce qu'on va faire, c'est assez simple, pas du tout, pas de complications. Maintenant, pour accéder à l'onglet développeur, vous vérifiez que vous avez ici, en allant dans Fichier, ensuite Options, personnaliser le ruban, ou alors pour faire simple, vous venez ici sur personnaliser le ruban en direct. Vous vérifiez ici que vous avez l'onglet développeur qui est coché. Si c'est coché, c'est bon. Si ce n'est pas le cas, vous le cochez. Donc, vous cliquez sur OK et vous l'aurez ici au-dessus. Donc, pour accéder à l'interface de développement Visual Basic, vous viendrez ici et vous avez accès ici à l'interface. Très bien. Ou encore, vous pouvez faire Alt F11 et vous pourrez accéder au même espace. Voilà. Donc, première chose, on a besoin d'aller rechercher les symboles qui vont nous servir ici à ajouter des cases à cocher. Pour les symboles, vous venez ici sur Insertion, ensuite vous venez sur Symboles. Vu que ce sont des symboles que j'ai déjà utilisés, vous les voyez ici dans Caractères spéciaux récemment utilisés. Si vous ne les avez pas dans récemment utilisés, vous choisissez Wingding, ceinture de police qui va vous aider à avoir ça. Wingding, vous descendez, vous aurez ça, n'est-ce pas, en dessous là. Vous aurez effectivement ces symboles dont vous pourrez vous servir, n'est-ce pas, pour pouvoir, pour qu'on puisse bosser ensemble. Donc, je les ajoute. J'ajoute ça, j'ajoute également celui-ci. Ce sont des symboles dont on va se servir. Donc, celui qui n'est pas coché, je peux par exemple le mettre en dessous. Très bien. J'ai fait du CTRL V pour l'avoir en dessous. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Première des choses, premier objectif que nous souhaitons atteindre, n'est-ce pas? C'est tout simplement que lorsque l'utilisateur clique ici, n'est-ce pas? Si c'était coché au départ, que ce soit décoché. Et dans le cas inverse, si c'était décoché, que ce soit coché. Lorsqu'il clique, qu'on puisse modifier la présentation de la case à cocher. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire Alt F11, on va aller justement dans du code VBA. Vous allez remarquer ici sur la gauche, vous avez votre projet. Le projet, là j'ai le nom du fichier. Ici en dessous, j'ai les objets, n'est-ce pas? Premier objet, feuille 1, vidéo de compta, feuille 2. Effectivement, si je reviens ici, vous avez deux feuilles, non? Première feuille, vidéo de compta, deuxième feuille, case à cocher. Je reviens sur le Alt F11, vu que notre code va impacter cette feuille, la feuille 2 notamment, et que c'est basé sur un événement, l'événement Selection Change. Vous double-cliquez là, vous venez ici, vous choisissez Worksheet. Worksheet signifie feuille de calcul. Vous voyez par défaut même c'est Selection Change. Donc très bien, nous sommes au bon endroit. Donc qu'est-ce que nous voulons faire? Je rappelle, qu'est-ce qu'on voulait faire? Nous voulons que lorsque l'utilisateur clique là, si c'était coché au départ, que ce soit décoché, et ensuite si c'était décoché, que ce soit coché, n'est-ce pas? Donc, déjà, je copie ça, CTRL A, CTRL C, pardon, CTRL C, n'est-ce pas? Je fais un copier. Et ensuite, je fais Alt F11. Donc ici, on va se servir déjà de la fonction intersect pour contrôler la plage de données sur laquelle nous voulons effectivement vérifier ou contrôler l'opération effectuée par l'utilisateur. C'est quelle plage de données? Je vais donc déplacer ça comme ça sur la droite. Comme ça, vous allez voir en même temps la feuille Excel. Donc, la plage de données, c'est quoi? C'est la plage qui va de B4
on peut dire de B4 à B17. Hein. Commençons comme ça. Donc, on va dire c'est du range allant de B4 à B combien on a dit? B17. Donc, je dois absolument mettre ça dans des guillemets, les références des cellules de la plage concerne et ensuite virgule. Le deuxième argument de la fonction, c'est target. Target, c'est la cellule cible, n'est-ce pas? La cellule sur laquelle l'utilisateur aura cliqué. Donc, si cette intersection is nothing, ou alors plus précisément, si c'est l'inverse, hein, si c'est not, donc si on est dans la négation, ça signifie que l'intersection est vérifiée. Donc, si c'est le cas, alors sur VBA, vous voyez, vous noterez en même temps que tout est ici en anglais. Il faut maîtriser un tout petit peu de la langue de Shakespeare. Hein. Donc, then, qu'est-ce qu'il faudra faire? Par prudence, je clôture déjà eh bien mon expression conditionnelle if, hein, dans and if. Donc, qu'est-ce qu'il faudra faire? On va dire ici que si range, donc si notre cible, dans le range quoi, B quoi, on est dans B, et puis je ferme déjà les guillemets ici. B, target. Target, c'est quoi? C'est la cellule cible, n'est-ce pas? Sur laquelle l'utilisateur aura effectué le clic. Target row. Row, c'est la ligne. Donc, si le B, donc la cellule B sur laquelle l'utilisateur a cliqué, n'est-ce pas? Je ferme ici. Donc, si sa valeur, on va dire point .value, si la valeur est égale à quoi? Vous vous rappelez tout à l'heure, j'ai copié une valeur. Donc, si c'est égal à ça, ce qui signifie quoi? Case non cochée. Then, qu'est-ce qu'il faudra faire? Je copie ça, CTRL-C pour gagner du temps. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra mettre la valeur inverse. La valeur inverse, c'est quoi? C'est ceci. Je vais donc copier ça, CTRL-C, n'est-ce pas? Ensuite, je reviens, Alt, touche de tabulation. Je mets des guillemets une fois de plus. J'ajoute des guillemets. Alors, il faudra remplacer. Donc, si la case est non cochée, il faudra la cocher, n'est-ce pas? Sinon, on est sur du else. Si vous voulez, on peut aller à la ligne. Hein. Pour aller à la ligne, vous mettez de l'espace. Ensuite, vous cliquez sur le tiret du... Oh là, va réinitialiser le projet, pas de problème. Vous cliquez sur le tiret de 8 et puis vous validez. Donc, sinon, on prend le else. Sinon, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra plutôt, eh bien, mettre cette valeur. Venons copier ceci. Hein. Range B, target row value, c'est égal à O. Donc, je valide ça. Très bien, je suis d'accord avec ce code que je viens de rédiger. Et on va voir que ça marche très bien, n'est-ce pas? Si je clique là, hein, vous voyez que ça décoche là, et puis ça décoche là, ça coche. Hein, très bien. Alors, maintenant, je voudrais avoir le contrôle sur la dernière ligne, hein, parce que je voudrais que dans la mesure où mon tableau peut être étendu au-delà de B17, il faudrait que le code fonctionne toujours. Donc ici, on va tout simplement eh bien définir la dernière ligne, hein, n'est-ce pas? On va appeler ça dernière ligne. On va définir ça. Vous voyez, lorsque vous déclarez une variable, il faut absolument donner le type hein, de la variable. Ici, c'est un long, une valeur numérique de grande taille. Donc, on va dire que cette dernière ligne est égale à quoi? Une astuce aussi, lorsque vous saisissez le nom d'une variable et que vous voulez gagner du temps, vous appuyez sur les touches CTRL, touche espace. Donc, dernière ligne, c'est égal à quoi? On va se servir du range. On va dire range, on peut partir sur le range de la colonne C, n'est-ce pas? Range, on va prendre C, une valeur, grande valeur, C999, je ferme les guillemets, je ferme les parenthèses, et bien on va utiliser la propriété AND, et ensuite on va remonter vers le haut, Excelop, et puis point row pour avoir le numéro de ligne. Hein. Donc, on va dire ici, plutôt que d'avoir ici B17, on va dire que on va aller de B4 jusqu'à B combien? Jusqu'à B dernière ligne. Donc, je vais dire ici E commercial, dernière ligne. Très, très bien. Donc, du coup, dorénavant, eh bien, mon code pourra concerner une portion beaucoup plus étendue. Donc, si je descends là, et que j'avais une valeur ici qui est la dernière ligne. Vous voyez, si je mets ici 97
2022 et que je viens là, vous voyez que ça marche, n'est-ce pas? Donc, ça tient compte de ce que mon tableau, il est dynamique. Très bien. Maintenant, qu'allons-nous faire? Moi, je vous propose déjà de se servir du format conditionnel pour mieux présenter ce tableau. Servons-nous du format conditionnel et avant même d'utiliser le format conditionnel, par prudence, on va ajouter une ligne de code ici pour éviter qu'une erreur soit générée parce que une plage importante de données a été sélectionnée. Donc, on va dire ici if target.count, il va compter le nombre d'objets à l'intérieur de la plage qui est sélectionnée. Si count large est supérieur à 1, then exit sub. Exit sub, ça signifie qu'il va interrompre l'exécution du code si cela se produit. Très bien. Donc, c'est prudent que nous le fassions. Maintenant, on a dit, nous allons partir du format, nous servir du format conditionnel pour mieux présenter ce tableau. Je voudrais déjà que le tableau soit nettement mieux présenté, n'est-ce pas? Et que cette présentation soit suffisamment dynamique. Je vais donc sélectionner ça. Et puis, on va aller dans l'onglet accueil. Ensuite, vous prenez mise en forme conditionnelle. On va créer une nouvelle règle basée sur une formule. Donc ici, la formule, ce sera quoi? On va se servir de et. Donc, on va dire et. Si B4, on va dire ici B4, je vais prendre ici des références relatives. Référence semi-relative, donc absolue sur la colonne, mais relative sur la ligne. Donc, on prend ici B4, on va dire que si B4 comporte une valeur donc différent de rien, et puis on va se servir de la fonction modulo. Donc mode en fait, ça vous permet de contrôler les numéros de ligne. C'est-à-dire que l'idée ici, c'est que on va dire, eh bien, nous voulons prendre le numéro de ligne, on va rapporter ça à 2 et le résultat de ou alors la valeur restante de cette division, bon, je vais vous expliquer ça beaucoup plus en profondeur tout à l'heure dans une cellule. Donc on va dire mode ligne rapporté à 2. Donc si cela est égal à 0, alors qu'est-ce qu'il faudra faire? On va faire la mise en forme. Donc on ira dans remplissage, on prendra cette valeur pour les bordures, on peut mettre ceci de part et d'autre, à gauche et à droite. Maintenant, pour le dessus et le dessous, je préfère mettre des pointillés. J'aime bien que ce soit présenté ainsi. Ensuite, vous cliquez sur OK. Ensuite, je clique sur OK. Vous voyez que ça commence à changer là. Dans mode, ça signifie quoi? C'est une fonction. Si je viens ici, je dis mode. Vous voyez, ici, vous avez le nombre, vous avez le diviseur. Donc, le nombre ici, si on prend par exemple 4 et le diviseur, on prend 2, le résultat sera quoi? 0, parce que 4 rapporté à 2 donne quoi? Ça donne 2. Et il n'y a pas de reste à la suite de cette division. En revanche, si je rapporte 5 à 2, vous allez voir, il va rester 1 parce que 4 rapporté à 2, ça fait 0. Et le 1 restant pour que ça fasse 5, eh bien, ce sera le résultat de la fonction modulo. Et c'est ainsi qu'on peut s'en servir pour contrôler le format qu'on mettra sur les différentes lignes. Donc, je viens ici sur la mise en forme conditionnelle, gérer les règles. On va dupliquer cette règle pour mieux présenter notre tableau au final. Donc, je voudrais ici que ça concerne une zone beaucoup plus étendue que ça. On peut aller jusqu'à D999. Ici, on va dire dupliquer la règle. Et puis, pour le modulo ici, je vais dire égal à 1. Si le modulo est égal à 1, je vais retirer le remplissage, aucune couleur. Et pour la bordure, qu'est-ce qu'on va faire? On garde la bordure, on enlève juste le remplissage. Vous allez voir le résultat sur l'affichage ici au tableau. Très bien. Donc, nous avons un tableau qui se présente déjà très bien. L'intérêt ici, c'est que si j'ajoute une nouvelle ligne d'information, eh bien, vous allez voir le changement. Si j'ajoute une nouvelle ligne, vous voyez, ça modifie directement. J'ajoute une nouvelle ligne, vous voyez, la modification est instantanée. C'est cela que je recherchais à travers l'utilisation de ce format conditionnel. Maintenant, je voudrais que si j'ajoute également une nouvelle ligne d'information sur la colonne C, n'est-ce pas, qu'une nouvelle case à cocher s'affiche ici sur la gauche automatiquement. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, nous allons aller toujours sur le Alt F11. Prenez Alt F11, on rentre sur le VBA. Ici, on a utilisé l'événement Selection Change. Cette fois-ci,
on va se servir de l'événement change. Un change ici, c'est utilisé lorsqu'il y a un changement de valeur dans la plage concernée. Donc ici, on va dire s'il y a un changement de valeur dans la plage C, n'est-ce pas, dans la colonne C, s'il y a un changement de valeur, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, nous voulons tout simplement, alors ajoutons ici un option explicite, c'est absolument important, comme ça nous obligera à déclarer toujours les variables que nous allons utiliser dans notre code. Donc ici, on a dit s'il y a un changement de valeur dans la colonne C, n'est-ce pas? On voudrait tout simplement que si une valeur est ajoutée, par exemple, ici en dessous, qu'une case à cocher s'affiche juste sur la gauche. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Venons sélectionner cette case à cocher. Je vais faire un CTRL C. Je rentre donc sur le Alt F11. Donc, on va dire ici, if not intersect. On reprend avec cette expression que vous connaissez déjà. Donc ici, on est intéressé par quelle plage? Range C, n'est-ce pas? On va prendre range C. Range, c'est quoi? C4, de C4 à C999. Comme ça, on prend une valeur super importante. Alors, je vais clôturer ça. Donc, si if, n'est-ce pas? Not intersect is nothing. N'est-ce pas? Then, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, vous voyez que j'ai très mal écrit mon noting. Il manque du H. Then, voilà, qu'est-ce qui m'arrive enfin? Donc, on a dit if not intersect range. En fait, ça veut dire qu'ici, les arguments ne sont pas complets. On va ajouter comme argument target, qui est tout simplement la cellule sur laquelle l'utilisateur opérera un changement. Je ferme donc cette parenthèse, super. Then and if pour clôturer cette expression conditionnelle avant que je n'oublie. Donc, s'il y a un changement à ce niveau, sur cette colonne, la colonne C, et puis sur la cellule sur laquelle l'utilisateur aura cliqué, en même temps, il est prudent ici de saisir cette expression if target count large, n'est-ce pas, est supérieur à 1, then exit sub. Donc ici, if not intersect the range C4 à C999, target is nothing. Alors qu'est-ce qu'on va, s'il y a un changement, n'est-ce pas, dans la cible sur la colonne C, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra tout simplement venir dans la colonne B et identifier la ligne correspondante. Donc on va prendre range B quoi? B target row. Target row, c'est pour dire la ligne sur laquelle l'utilisateur a procédé à une modification d'information. Range value, donc range value est égal à combien? Est égal tout simplement à cette expression, n'est-ce pas, qui est égale à la case non cochée. Alors, on va tester ça pour voir si ça marche. Si je viens ici ajouter une nouvelle ligne, super. Vous avez donc la case à cocher qui est créée immédiatement. Ça, c'est super. Ça marche très bien. Maintenant, il y a quelque chose d'intéressant auquel je viens de penser. C'est de pouvoir barrer une tâche lorsqu'elle est effectuée, n'est-ce pas? On va se servir également du format conditionnel. Donc, nous revenons sur l'onglet accueil. Ensuite, mise en forme conditionnelle. On va venir dupliquer une règle déjà existante pour faire ça. Dupliquons par exemple celle-ci. Prenons dupliquer la règle. Je vais donc double-cliquer là. Donc, nous voulons que lorsque une case est cochée, que toute la ligne, n'est-ce pas, soit tout simplement barrée. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire si, alors ici, je vais enlever le « et », n'est-ce pas? On va dire si on commence à B4, n'est-ce pas? Donc, B4, si B4 est égal à quoi? Si B4 prend la valeur de la case à cocher, alors, on va copier dans un premier temps cette valeur, CTRL-C. Ensuite, je viens donc sur la mise en forme conditionnelle, gérer les règles. Alors, je prends ici les règles de la feuille de calcul, sélection actuelle, cette feuille de calcul. Donc ici, on va dupliquer cette règle et ensuite, on va la modifier. Donc, on a dit ici, si B4 est égal à quoi? Est égal tout simplement à au symbole case à cocher, on le met dans des guillemets, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il faudra faire? Eh bien, nous allons tout simplement barrer les cellules. On va barrer la ligne correspondante dont je viens ici.
On va choisir donc l'option ici sera de barrer, n'est-ce pas, tout simplement. Donc ici, on vient sur police. Ensuite, vous choisissez barrer, tout simplement. Je clique sur OK. Alors, ça va s'appliquer à quoi? Ça va s'appliquer ici à la cellule allant de C4 à D999. Donc, vous prenez la peine de choisir ici C parce que nous voulons uniquement barrer les valeurs comprises dans les colonnes B et D. Alors, vous prenez également la peine de faire descendre cette règle pour qu'elle ne prime pas sur les autres. Hein. Sinon, ça va désorganiser le remplissage, les bordures que nous avions déjà définies par ailleurs. Donc, l'idée ici, c'est de tout simplement barrer. Je vais même d'ailleurs venir ici modifier encore cette règle pour enlever ici, hein, ne mettre aucune bordure. Je clique sur OK, je clique sur OK, et puis je clique également sur OK à la fin, et nous avons donc le résultat qui est tout simplement intéressant. Donc, si je clique là pour dire que la tâche est effectuée, ben, c'est tout simplement barré. Je fais pareil là, la tâche est barrée. Si je décoche, on voit qu'elle n'est plus barrée, cette tâche, hein, la date et puis la tâche elle-même ne sont plus barrées. Maintenant, il nous reste deux objectifs à atteindre. Premièrement, se servir d'un checkbox ici au-dessus pour pouvoir sélectionner l'intégralité des tâches. Et puis, en dernier lieu, ce qui nous restera à faire, c'est de se servir de la fonction filtre pour mettre en évidence les tâches qui ne sont pas encore effectuées. Donc, pour ajouter un checkbox, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir sur l'onglet développeur. Ensuite, vous venez ici sur insérer, vous prenez checkbox. On va dessiner ici un checkbox. On va juste lui enlever le texte. Hein. Je vais donc enlever le texte à l'aide de la touche supprime. Maintenant que le texte est enlevé, je vais copier ça pour le déplacer, n'est-ce pas, ici en dessous. Je fais un clic gauche enfoncé, je le déplace jusque là. Et puis, l'idée, c'est quoi? C'est que si on clique là, n'est-ce pas, si on clique là, vous voyez, je voudrais que lorsqu'il est coché, que tout ce qui est en dessous est coché. Inversement, lorsque c'est décoché ici au-dessus, que tout ce qui est en dessous également soit décoché. Et puis enfin, qu'on ait également une étape intermédiaire qui est appelée le format de contrôle mixte. Donc, si vous cliquez sur mixte et que je clique sur OK, vous voyez comment il se présente. Ça signifie que certains sont cochés et d'autres ne le sont pas. Donc, pour y arriver, on va également faire du Alt F11. On va rédiger du code pour ça. On va créer d'ailleurs un module, hein, parce que là, il faut le faire à l'intérieur d'un module. Le module, on peut lui donner un nom. Vous venez sur affichage, fenêtre propriété, le nom du module. On peut l'appeler macro quoi? On peut l'appeler macro case à cocher, n'est-ce pas? Alors, macro case à cocher, très bien, c'est super. Maintenant, ici, on va créer une procédure dans ce module. On peut l'appeler procédure case tout simplement, n'est-ce pas? Vous voyez que lorsque je valide la procédure, eh bien, se termine déjà par l'expression n-sub. Ça, c'est très bien. Maintenant, ici, revenons ici. Est-ce que notre case à cocher s'appelle comment? Vous venez ici sur la zone nom. Le nom qui lui est donné, c'est case à cocher 3. On peut changer cela tout à fait. Vous venez ici, on va l'appeler case à cocher, tout simplement. Très bien. Ce nom sera très utile dans le code qu'on va utiliser dans le VBA. Donc, si je clique ici, vous voyez bien que le nom s'affiche dans la zone nom et c'est ce nom que nous allons utiliser. Donc, si je viens ici faire Alt F11, qu'est-ce que nous voulons? On a dit que nous voulons que lorsque cette case est cochée, n'est-ce pas, que ce qui est en dessous soit également coché et inversement, que cela ait un impact en fait sur les cellules adjacentes jusqu'à la fin. Donc, pour y arriver, on a besoin de savoir la valeur des différents statuts. Donc, pour ça, on va se servir de la fonction debug print. Hein. Debug print vous permet d'afficher une information dans la zone exécution de votre interface VBA. Donc, pour ça, qu'est-ce que nous voulons debug print? La case à cocher que voici est sur quelle feuille? C'est sur la feuille 2, feuille case à cocher. Donc, debug print quoi? Feuille, vous voyez le nom de la feuille, il est important de s'en servir hein, pour rédiger du code. Donc ici, on va prendre la collection checkboxes, checkboxes. Ensuite, entre parenthèses, on va mettre le nom, n'est-ce pas, de notre checkbox. Ça s'appelle case à cocher. On va comme ça retrouver les différentes valeurs de ces statuts. Donc ici, case à cocher, value.
Alors, on va lancer l'édition. Donc, je viens venir ici exécuter. Hein. Vous regardez ici, on dit exécuter sub user form. Donc, je clique là. Et vous allez voir s'afficher ici en dessous dans la zone exécution ce code. Je voulais tout simplement afficher la valeur du statut du checkbox, la valeur du checkbox tout simplement. Donc, je vais cliquer ici. Et là, la valeur 2. La valeur 2, ça signifie que c'est mixte. Hein. Donc, je vais insérer un commentaire. En passant, lorsque vous insérez des commentaires dans votre code, ça n'a pas d'impact sur l'exécution du code. Hein. Par contre, du code qui est bien rédigé, il faut absolument qu'il soit bien commenté. Donc, on va dire ici que valeur mixte ou alors checkbox, mettons CB, mixte, c'est égal à quoi? C'est égal à 2. Maintenant, si vous cliquez ici, et que c'est coché, je vais exécuter ça. Donc, j'efface ça. Vous allez voir ce qui va s'afficher en dessous. Ensuite, si je viens cliquer là, vous avez 1. Donc, lorsque c'est coché, la valeur, c'est quoi? C'est 1. Donc, je vais dire ici, CB coché est égal à 1. Et enfin, le checkbox pas coché, c'est égal à combien? Donc, je vais venir ici, décocher. On va venir exécuter ce code. Je clique là. C'est égal à quoi? 40, moins 41, 46. Très bien. Je fais du CTRL-C, CTRL-V. Donc, ces valeurs vont nous être utiles pour définir le comportement que devra avoir le tableau lorsque je clique là, pour décocher, etc. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire ici, on va se servir du select case. Moi, je pense que c'est nettement mieux de se servir du select case. Alors, le select case vous permet de vérifier la valeur présentée par un objet. Et ensuite, en fonction de la valeur, on va déterminer le code qui devra être exécuté. Donc, select case et puis end select. On veut vérifier la valeur de quoi à travers ce select case? On veut vérifier la valeur du checkboxes. Donc, je viens ici, je vais copier ça. On va faire du CTRL-C, select case. Alors, ici, on peut avoir plusieurs cas. Dans le premier cas, on va prendre CB coché, n'est-ce pas? Deuxième cas, CB pas coché. Et puis, pour le troisième cas, on ne fera absolument rien. On va le gérer différemment. Dans le premier cas, case 1, ça veut dire le CB, il est coché. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Donc, s'il est coché, je voudrais tout simplement que les cellules qui iront de B4 jusqu'à la toute dernière cellule, que ce soit des cases cochées, tout simplement. Donc, je reprends, on a dit K1. K1, c'est quoi? C'est si CB coché, si le checkbox il est coché, alors quel comportement devra être réalisé par le code? Il faudrait que, eh bien, de B4 jusqu'à la toute dernière ligne, et pour cela, vous voyez ici, on a même intérêt d'ailleurs à définir une variable qui va être la dernière ligne. On en a absolument besoin. On a besoin de connaître le numéro de la dernière ligne, n'est-ce pas? Donc, on va d'ailleurs définir la valeur de la dernière ligne. On va le faire comme tout à l'heure. On va dire ici que cette dernière ligne, eh bien, nous sommes sur feuille 2, point, eh bien, range. On prendra quelle valeur? On prend à partir, eh bien, de B ou de C, comme vous voulez. On peut prendre la colonne B, n'est-ce pas, B999. On prend une valeur importante. Je ferme ici les guillemets, je ferme les parenthèses, point end, et puis Excelop. On adopte la même approche pour retrouver la valeur. Ensuite, row pour avoir le numéro de ligne, le numéro de la dernière ligne. Donc, l'idée, c'est que dans le cas où nous avons, eh bien, la valeur du checkbox qui est cochée, donc qui est égale à 1. Dans le cas 1, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra tout simplement que les ranges, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra que range, et si vous voulez, on a même besoin de prendre feuille 2. On va dire feuille 2, et quelque chose qui nous évitera d'ailleurs de dupliquer à chaque fois ce feuille 2, c'est que ici, au-dessus, on va dire width, width, feuille 2, et puis ici à la fin, on va mettre du end. Oui, ça nous évitera de répéter à chaque fois cette valeur. Je vais effacer ça. Le debug print, lui, ne nous sert plus, donc on peut l'enlever. Ensuite, ici, on va enlever feuille 2 également. Comme ça, ça nous permet d'éviter, n'est-ce pas,
de trimballer à chaque fois le code nom de la feuille. On peut garder ça, ça nous rappelle les valeurs, n'est-ce pas, du checkbox en fonction des différentes situations. Dans select case, dot checkbox, case à cocher value, donc on a dit k valeur est égale à 1. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On va mettre point range, on est sur la colonne B, range B4 à B combien? À B, dernière ligne, je ferme les guillemets, j'ajoute un et, je prends donc dernière ligne, ensuite value sera égal à quoi? Vous voyez qu'on a besoin de revenir ici chercher la valeur de la case à cocher ici. Eh bien, on va prendre la valeur de ce symbole qu'on va venir afficher ici, entre guillemets bien sûr. Je ferme ça. Donc ça, c'est le case 1. Case 2, deuxième cas, en réalité, ce n'est pas case 2. C'est plutôt le case moins 41, 46, parce que c'est la valeur du checkbox lorsqu'il n'est pas coché. Donc, s'il n'est pas coché ce checkbox, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais copier ça, je vais coller ici, et puis on va juste changer le contenu, qui sera donc la case non cochée. Je vais copier ça, CTRL-C, et je viens donc ici, on va mettre la valeur. Très, très bien, très, très bien. Je pense qu'on a bien bossé. Maintenant, il nous restera le comportement lorsque on est dans une situation où certaines cases sont cochées, d'autres non. Mais on peut déjà tester le fonctionnement du code. Je viens ici, je vais faire un clic droit. Ça, c'est un objet, n'est-ce pas? Ça, c'est le checkbox auquel on doit adosser notre code, notre macro. Donc, je fais un clic droit. Ensuite, affecter une macro. Je prends procédure case, super. Ensuite, on va voir si ça marche. Donc, lorsque c'est coché, vous voyez qu'il me coche l'intégralité des lignes. Ensuite, lorsque je décoche, c'est toutes les lignes qui sont décochées. Vous voyez que si j'ajoute ici une nouvelle ligne, 77 2022, je dis là, nouvelle tâche, par exemple, n'est-ce pas, nouvelle tâche, vous voyez, ce sera pris en compte forcément. Donc, super, ça marche très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il faudrait que lorsque certaines lignes soient cochées et que d'autres ne le sont pas, qu'on affiche ici la valeur du mixte. Vous vous rappelez tout à l'heure, quand on a fait format de contrôle, on avait la valeur mixte qui devra donc se présenter si certaines lignes sont cochées, d'autres pas. Alors, pour faire ça, on va rentrer dans le code, toujours sur la feuille, allons sur la feuille 2, ensuite sur quel événement? Sur l'événement selection change. Donc l'idée c'est que si effectivement il y a un changement dans certaines lignes et que sur d'autres, eh bien il n'y a pas cette évolution, que nous puissions impacter la présentation du checkbox qui s'affiche dans la cellule B3. Donc pour faire ça, on va tout simplement venir ici, n'est-ce pas? Et on va ajouter, on est sur quelle feuille? On a dit on est sur feuille 2. Ensuite, point checkboxes, ça c'est la collection checkboxes. Parce qu'en fait, vous avez l'objet feuille de calcul, et cet objet feuille de calcul a des collections parmi lesquelles checkboxes. Maintenant, on va devoir nommer précisément le checkbox qui nous intéresse. C'est le checkbox case à cocher, n'est-ce pas? Je ferme les guillemets. Ensuite, on va lui dire la valeur que nous voulons. C'est quelle valeur? C'est la valeur 2, n'est-ce pas? Pour être sûr, on peut toujours revenir ici sur le module. On est sur quelle valeur? On a dit lorsque le CB est mixte, c'est la valeur 2. Donc, je reviens ici. On va mettre là la valeur 2. Donc, si je viens, je clique ici, vous voyez que on est sur une valeur mixte. Et si je clique là, vous voyez, ça me désélectionne tout. Si je reviens cliquer là, ça me sélectionne l'intégralité. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On va venir se servir de la fonction filtre. Donc, au départ, je vais déjà vous signaler que j'avais créé deux références. Je viens sur l'onglet formule, gestionnaire de noms, n'est-ce pas? C'est absolument important pour fluidifier les formules que vous allez saisir. On a ici tableau activité, donc ça comprend les données date et tâches. C'est assez dynamique, c'est-à-dire que si je viens ici, j'ajoute par exemple une nouvelle ligne 87 2022, tac tac tac, et que je viens ici sur le gestionnaire de noms, on a parlé de quoi? De tableau activité. Donc je viens ici tableau activité, c'est assez dynamique. Vous voyez, ça prend encore la ligne que je viens d'ajouter. Et si je la supprime,
j'appuie sur la touche supprimer. Je reviens ici sur le gestionnaire de nom, tableau, activité. Vous voyez, ça prend en compte la suppression. Comme ça va m'être très utile dans la formule que je vais saisir tout à l'heure à l'aide de la fonction filtre. Alors, c'est également pareil pour le tableau sélection. Si je viens là, vous voyez que le tableau sélection, lui également, il est assez dynamique. Donc, ce que je vais faire pour la fonction filtre, je viens ici, saisis filtre. Ensuite, le tableau à filtrer, c'est lequel? Eh bien, c'est le tableau activité, celui que je venais de vous présenter sur le gestionnaire de nom. Ensuite, point virgule, qu'est-ce que je veux inclure? Je veux inclure uniquement le tableau sélection, qui doit donc être égal à quoi? Qui doit être égal, je mets dans les guillemets, la valeur de la case non cochée, n'est-ce pas? Ensuite, je mets ici point virgule, si vide, s'il n'y a pas de résultat quelconque, qu'est-ce qu'il doit afficher? Qui ne m'affiche rien du tout. Et puis, je ferme la parenthèse et je valide. Vous avez donc ici uniquement les activités restantes. Et c'est assez dynamique, hein. Si je décoche ici, vous voyez que le tableau s'agrandit. Si je coche là, le tableau se rétrécit pour dire qu'il va exclure les nouvelles tâches qui viennent d'être terminées. Et si je coche ici, vous voyez, toutes les tâches, eh bien, aucune n'est réalisée, ce qui se voit dans ce second tableau. Et si je clique là, l'ensemble des tâches sont effectuées à 100% et on n'a plus rien ici sur la droite. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Alors, si tu souhaites devenir un utilisateur avancé d'Excel qui maîtrise de A à Z le VBA afin de concevoir ses propres applications pour automatiser les tâches répétitives au sein de l'entreprise, on peut imaginer des tâches telles que la gestion de stock, si vous ne disposez pas d'un logiciel pour ça, la gestion des RH, la paye, la gestion de la relation client, la facturation, le suivi des paiements fournisseurs, etc., etc. On peut imaginer toutes sortes d'activités qui peuvent être automatisées effectivement grâce au VBA d'Excel. Il y a un lien dans la description qui te permet de rejoindre la liste d'attente de ceux qui veulent se former sur le VBA. Rejoignez la formation concevoir ses propres applications grâce au VBA d'Excel. Il y a un lien dans la description pour cela. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi, active également les notifications afin de ne passer à côté d'aucune vidéo qui feront de toi un expert en compta et sur Excel.